Bonjour à toutes et tous. Bonjour Thierry, bonjour Marion. Je suis Yves Michel, éditeur. Je suis content d'accueillir aujourd'hui Thierry Brugvin, qui est un de nos auteurs sur des scénarios d'effondrement. Et puis je vous présente également Marion Gléréan, qui est la responsable des stages et formations sur nos éditions Yves Michel et Le Souffle d'Or. Alors, je me présente, donc Thierry Brugvin. Je suis psychologue et enseignant en psycho et en sociaux. Donc, je fais un travail de psychothérapie donc depuis une vingtaine d'années avec des personnes à Besançon. Et puis sinon, je suis enseignant à l'université en psychosociologie et en sociologie. Je vais présenter donc à la fois c'est deux en un, hein, c'est le webinaire, c'est à la fois se suffit à lui-même. Mais il y a aussi derrière une journée qui va se faire et puis éventuellement plus, si, enfin en tout cas 2 jours éventuellement derrière. Et le sujet, l'idée, c'est comment mieux ressentir la nature par l'éco-psychologie pratique et apprendre aussi à gérer ses éco-émotions. Voilà, donc il y a deux dimensions en fait, à la fois aujourd'hui dans la présentation et aussi dans cet atelier. C'est la sensibilité à la nature, développer sensibilité à la nature. Bon, à la fois pour le plaisir, on va dire, de vivre, mais aussi pour, je dirais une façon aussi pour se réharmoniser, pour se guérir, donc ça vient une façon aussi de ces problèmes. Donc, l'atelier dont je vous parle, j'ai déjà expérimenté, notamment l'été dernier, et puis à d'autres occasions. J'ai écrit plusieurs livres, justement, aux éditions Yves Michel, sur des questions d'écologie, et aussi des livres de psycho. Alors, ça, c'est pour ma présentation. Maintenant, pour l'atelier, en fait, de quoi je vais vous parler. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est éco-émotion et sensibilité. Voilà, ça, c'est les deux axes. Tout l'objectif de ce webinaire et de la formation, c'est à la fois, donc je le disais tout à l'heure, c'est développer sa relation à la nature pour améliorer son bien-être. Parce qu'en fait, pourquoi ça contribue aussi à développer son bien-être, c'est qu'en fait, on vit pas dans un monde, on vit pas en prison, on vit pas dans un monde clos. On a besoin de se relier à des choses plus extérieures. Alors, il y a les humains. Ceux qui habitent dans les villes, ça serait l'architecture des villes. Bon, c'est plus agréable quand elles sont en minéral que quand elles sont en béton. Et puis ensuite, il y a aussi euh, la nature, hein, la nature, le ciel, etc., les animaux, qui nous mettent en connexion avec le reste du vivant. Donc plus on est en connexion profonde, plus la vie est profonde et intéressante. Et plus c'est superficiel, plus on a l'impression qu'on est face à un paquet d'atomes face à nous, moins ça devient palpitant la vie, hein. Voilà, après, on n'a qu'à rester devant son ordinateur avec son IA qui répond comme on lui demande. Et voilà. Donc c'est un peu ça la première idée. Et puis pour les éco-émotions, eh bien, c'est pour apprendre à gérer. Alors justement, ça, c'est un autre aspect des choses. Bon, il y a des gens qui n'ont pas trop d'éco-émotions. En fait, la nature, ça leur fait ni bien ni mal, ça les indiffère. Par contre, il y a de plus en plus de problèmes écologiques qui engendrent aussi des inquiétudes au niveau des émotions. Donc, on appelle ça les émotions écologiques, les éco-émotions, hein. Alors, souvent, on parle d'éco-anxiété, mais il n'y a pas que l'anxiété qui est derrière. Ça peut être la colère, la culpabilité, la dépression. Bon, il y a plein d'émotions différentes. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'à la fois les reconnaître, mais aussi d'apprendre à les gérer. Voilà. Et donc, le travail que je propose pour la gestion des éco-émotions, elle est autour justement de mon travail que je fais aussi en psychothérapie. Donc, autour on verra tout à l'heure, mais en gros, de 4 émotions, enfin 4 besoins psychologiques fondamentaux qui sont le besoin de vivre, le besoin d'aimer, le besoin d'être fort et le besoin d'estime de soi. Voilà. Ça, c'est pour le plan général de ce qu'on va voir ensemble. Alors en fait, quand on rentre en contact avec je dirais la nature, il y a plusieurs façons d'y rentrer en fait. Il y a, on va dire au moins 4 façons différentes, donc selon la vision qu'on peut avoir, des choses. Heu, la première chose toute simple, ça peut être rentrer en contact. Alors là, c'est pour le coup la dimension très scientifique, très occidentale, très, matérialiste au sens de la matière nous domine et nous dirige et nous crée. Voilà, c'est observer, on est par exemple, je vais prendre l'exemple, on est en relation face à un arbre.
les échanges qu'il va y avoir avec l'arbre au niveau olfactif, au niveau… bon, déjà là, c'est même pas très scientifique, parce que ça c'est un peu en nous, mais disons, on peut mesurer des éléments, ben, le taux d'ion qui va s'observer, qu'il va y avoir. On peut mesurer aussi les champs électriques qu'il y a, l'échange entre soi et l'arbre, par exemple. Il y a plein de mesures scientifiques qui peuvent s'opérer. On peut mesurer aussi ses taux d'hormones, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se mesurer. Donc évidemment, dans l'atelier, on ne fait pas ça, mais c'est pour montrer que quand on est en contact avec un arbre, il y a une dimension objective scientifique. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui font ce travail-là pour vérifier que, par exemple, se balader dans la forêt, c'est, euh, ça a des impacts physiologiques et psychologiques, mais objectivables. Voilà. Ça, c'est une partie. La deuxième partie, quand on rentre en contact avec un arbre ou avec finalement la nature en général, hein, je prends l'arbre parce que c'est plus concret, c'est la dimension poétique. Hein. On peut dire, bah, je rentre en contact avec un arbre, ça me plaît, peux même discuter avec l'arbre de façon poétique en me disant, bah, l'arbre, il est beau, il est harmonieux, on croirait un tableau de Cézanne ou de Monet, etc. Donc, on peut parler ou philosopher enfin, de façon poétique, comme un poète, comme Victor Hugo, sur un arbre. Et donc, voilà, ça, c'est la dimension poétique. Après, il y a la dimension plutôt psychologique. On pourrait dire éco-psychologique au sens plus strict, mais bon, l'éco-psychologie, ça englobe un peu tout ça, en fait. Hein. Donc, ça serait l'éco-psychologie pratique ou l'éco-psychologie psychologique au carré, on pourrait dire. Et donc là, c'est d'observer quand on est en relation avec la nature, d'observer les, comment dire, les émotions que ça va engendrer. Hein. Comment je ressens les choses. Alors déjà, et puis alors, dans l'impact au niveau humain. Alors, au niveau humain, il y a un peu trois niveaux de contact. Il y a les émotions. Donc, qu'est-ce que je ressens comme émotion face à un arbre, la tristesse, de la joie, etc. Après, il y a les sensations physiques. Hein. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Donc là, à travers les cinq sens. Et puis après, il y a les pensées, la dimension mentale, toutes les images mentales qui vont arriver face à un arbre ou à la nature. Voilà. Donc ça, c'est aussi une autre façon de rentrer en contact avec, euh, avec la nature. Ensu- voilà, et donc des auteurs qui ont travaillé là-dessus, par exemple, bah, il y a Bachelard qui travaille là-dessus sur la psychanalyse des quatre éléments, donc c'est les quatre éléments de la nature, ou par exemple Carl Gustav Jung, le psychologue, le psychanalyste contemporain de Freud, qui travaillait aussi sur la symbolique des quatre éléments. Donc là, on est dans la psychologie, mais une psychologie symbolique. Voilà. Et puis le quatrième élément, c'est la dimension, on pourrait dire, anthropologique. Hein. Et en fait, les peuples amérindiens, bon, notamment, mais tous les peuples premiers, ils étaient animistes. Animistes, ça veut dire qu'ils considéraient que tout dans la nature a une âme. Voilà. Donc les Occidentaux, c'est pas leur cas. En général, ils considèrent, enfin la majorité des Occidentaux, parce que chaque occidental est différent, mais considèrent que ben, non, à l'inverse, tout n'a pas une âme. Mais en tout cas, les Amérindiens, les Amérindiens parce qu'on parle plus, mais finalement, c'est tous les peuples premiers, que ce soit en Asie, en Afrique, etc., en Australie, les aborigènes, etc., considèrent que tout a une âme. Un arbre, une pierre, la terre, en Amérique du Sud, justement, on dit la terre-mère. Tout a une âme et c'est pas juste un paquet d'atomes. Voilà. Et donc, pour un Amérindien, regarder un arbre, bah, c'est parler avec l'âme de l'arbre. C'est pas la même chose. Voilà. Pour un Amérindien ou un animiste. Alors, juste pour ceux qui sont pas trop au fait des vocabulaires, le, le chaman ou le chamanisme, ou le chaman, c'est la façon de rentrer. Disons, on pourrait dire le prêtre des animistes. Les animistes, c'est ceux qui considèrent que tout a une âme. Voilà, ça, c'est pour le vocabulaire. Voilà. Alors, du coup, je vais commencer par faire ce petit atelier là, concret, pratique. Hein. On va essayer d'expérimenter ce que je viens d'expliquer dans un premier temps. Et après, dans un deuxième temps, je ferai théorie et pratique des éco-émotions. Voilà. Donc, là, on est à peu près à écart, donc on aura encore le temps pour faire le reste. Et puis si le temps est, s'il y a encore trop de temps, bah, ou on fera un dialogue, ou on arrêtera, on verra. Mais c'est pas la peine de faire traîner les choses pour le plaisir. Voilà. Alors l'exercice qu'on va faire, bah, ça va illustrer ce que je viens d'expliquer maintenant.
En fait, on va, alors bon, la plupart d'entre vous, vous êtes pas dans la nature parce que vous êtes devant votre ordinateur, donc c'est plus compliqué. Mais, il y a plusieurs possibilités. Soit vous regardez, moi de chez moi, je vois un arbre, enfin entre autres, j'en vois plusieurs même. Soit vous regardez, un arbre ou enfin un élément de la végétation, hein. Bon, ça pourrait être un animal, hein. Pourra pas de toute façon, il va pas trop vous causer en général, donc, enfin avec des mots en français, donc ça devrait pas poser de problème, pour laisser aller votre imagination. En fait, ça peut être les éléments, hein, c'est les 3 règnes, hein, c'est, ou un élément minéral, ou un élément animal, ou végétal. Voilà, donc un des 3, vous prenez, quelque chose de concret, vous l'observez et là, on va faire, du coup, un petit exercice où on va essayer de rentrer en communication avec la nature, avec un peu à ces plus ou moins, enfin pas à ces 4 niveaux-là, mais en tout cas, notamment autour des différents niveaux que je vous ai expliqués. Bon, la seule dimension qui ne va pas être évoquée, c'est la dimension, scientifique, parce qu'on va pas faire des mesures sur ce que vous ressentez. En tout cas, moi, je peux pas le faire à distance. Voilà. Et donc, la première chose qu'on va faire, donc là, je vous explique vite fait et puis après on pratique. Hem, c'est on va d'abord essayer en fait, le but, c'est de communiquer avec, l'essence l'essence de alors moi, je vais dire de l'arbre, hein, parce que comme ça a de moins enfin, je pourrais dire de l'objet, mais ça va être un peu abstrait, donc, je vais dire l'arbre parce que j'ai un arbre devant chez moi. Donc, mais vous traduisez avec ce que vous voyez. Donc, c'est communiquer avec, l'essence de l'arbre qui est devant, hein, c'est ça, développer son ressenti par rapport à ça. Donc la première chose, on va aller observer la beauté. Après, on va aller observer, les sentiments, les impressions qu'on peut ressentir. Après, on va essayer de mettre des mots, verbaliser nos ressentis pour essayer encore de les approfondir. Et puis on terminera par un dialogue imaginaire, hein, donc, poétique pour les poètes, psychologique pour les psychologues et puis, animiste pour les animistes. Chacun verra comme il veut, chacun avec sa vision du monde. Face à une même action, face à un arbre, on peut, je vous disais, avoir au moins 4 façons de le percevoir ou de communiquer avec. Voilà. Donc si c'est clair pour tout le monde, moi je pense que ça devrait l'être, on peut y aller. Donc ça va prendre, je sais pas, le temps que quelques minutes, on va voir le temps que ça nous prend. Bon, quand on a plus de temps, là, on est devant une vidéo et cetera, on va peut-être aller un peu plus vite, mais dans la vie concrète, c'est un peu plus, quand on fait un atelier, on va dire, pratique où on est tous là, ça un peu plus long, je pense. Alors, observez, l'élément naturel qui est devant vous, l'élément naturel qui est devant vous et et déjà tout simplement regarder sa beauté, hein. La beauté de la beauté qui dégage, voilà. Et ça, c'est déjà une première façon de ressentir l'arbre. C'est ce qu'on fait habituellement, mais on va pas s'en passer, hein, c'est quand même, un élément important. Donc, de voir percevoir la beauté de cet arbre, en tout cas l'élément naturel. À travers la beauté, essayer de sentir justement cette présence, vraiment quelle est son essence? Quelle est sa profondeur? Une fois qu'on a accédé un peu à cette, présence par la beauté, essayons cette fois-ci de sentir le ressenti. Comment vous ressentez l'arbre? Ça, c'est intérieur, hein, connecté à votre ressenti, cette ambiance, l'ambiance que ça dégage.
Donc, la phrase clé, finalement, pour ressentir ça, c'est de dire je ressens, et c'est de mettre à ressentir les choses, sans forcément mettre de mots, du coup, cette fois-ci. C'est je ressens. Qu'est-ce que vous ressentez? Et l'échelon suivant, donc après avoir perçu la beauté, sentir la beauté, sentir la, le ressenti, l'ambiance, tout simplement les ambiances qui se dégagent, c'est quand même ça même le plus important de tout finalement, c'est ressentir l'ambiance. Plus on est sensible, bah, du coup, plus on va percevoir. Ensuite, pour nous aider à approfondir tout ça, on va utiliser la description, décrire les choses avec des mots, en tout cas, hein, avec des mots. Donc, on voit la beauté, on ressent les choses. Maintenant, on va mettre un mot sur ce qu'on perçoit de cet élément naturel en décrivant. Alors, je vous donne quelques exemples au début, hein, par exemple, pour que vous puissiez faire un peu la même chose. Eh ben, par exemple, là, l'arbre, je vois qu'il est très, très grand, très élancé, un peu noir et blanc parce qu'il est assez loin, avec, distingue à la fois je sens, alors on peut dire même je sens, parce que c'est plus, ça nous aide à sentir. Je sens les feuilles, je sens les branches, je sens l'arbre, le tronc, je sens comme une dentelle, qui se développe, je sens qu'il est très, très haut et qui domine tous les autres arbres. Voilà. Voilà, vous décrivez ce que vous ressentez, je sens la couleur de l'arbre, couleur du ciel, et cetera, autour, derrière. Voilà, mettez des mots sur, toute cette, ce ressenti pour bien cristalliser les choses, les rendre plus forts, que le ressenti devienne plus net et plus fort. Donc je vous laisse, faire l'exercice par vous-même pour quelques minutes. Voilà, une fois que vous avez, voilà, fait cet exercice de description, c'est toujours dans le but, hein, bon, il y en a que ça peut aider, d'autres que ça peut freiner, ça va dépendre. C'est d'essayer de, voilà, de bien, développer votre sensibilité, votre ressenti, à la nature. Et vous pourriez faire la même chose avec un humain, d'ailleurs, l'humain, c'est une partie de la nature, hein. Vous appelez, ouais. Dans la nature, il y a les humains et les non-humains. Mais bon, c'est déjà un peu plus compliqué parce que là, il peut parler, donc ça va un peu brouiller le message. Ensuite, le dernier petit exercice qu'on va faire, donc celui-là, il est plus plus radical, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais plus poétique, ça dépend comment on voit les choses. C'est de développer un dialogue imaginaire avec l'élément de la nature que vous avez face à vous. Donc là, ça va justement vous aider à aller encore plus loin. Bon, alors il y en a pour qui ça ira trop loin, mais ceux pour qui ça va trop loin, ben, restez à un niveau poétique, dites que vous faites de la poésie, de l'imagination. C'est ce que font tous les petits-enfants, quand ils s'amusent à jouer, voilà. Et donc, ben, regardez l'élément de la nature qui est face à vous et puis, alors on peut le dissocier en 3 temps pour aider un peu. D'abord, c'est vous qui lui parlez, vous lui dites des choses et lui, il vous écoute. Dans un deuxième temps, c'est lui qui vous parle et vous l'écoutez et après vous pouvez, dialoguer avec. Voilà. Alors on va y aller. Donc je vais vous guider un peu, mais laissez-vous aller un peu à votre poésie intérieure ou à votre vision des choses. Donc d'abord, parlez-lui de façon à l'intérieur de vous, hein. C'est pas à haute voix parce que sinon, ça va être plus dur d'entendre sa réponse à haute voix. Donc, parlez-lui intérieurement et adressez-vous à lui, par exemple en disant, «Bonjour, grand arbre, tu es beau, tu es élancé, tu es brillant,
et je sens ta présence, voilà, par exemple. Puis après vous pourrez écouter sa réponse. Voilà, dans un deuxième temps, maintenant, vous allez écouter ce qu'il a à vous dire. Donc là, il faut faire preuve aussi encore plus d'imagination. Enfin, c'est de l'imagination au départ. Selon votre croyance, comme je disais tout à l'heure, hein, si vous êtes animiste, ben, ce ne sera pas de l'imagination, ce sera votre perception. Et si vous êtes poète, ben, ce sera de la poésie imaginée. Et donc maintenant, écoutez ce que l'arbre a à vous dire, hein. Par exemple, voilà, je vais simuler quelque chose pour vous aider. L'arbre, qu'est-ce que l'arbre peut me dire? Et l'arbre me dit, oui, je te vois, je te perçois, je te remercie de m'écouter, de t'adresser à moi, ce que font, en général, ne font pas les autres humains. Et donc, bah, continuons à discuter. Voilà, par exemple, ce que l'arbre a pu me dire. Maintenant, je vous laisse écouter ce que l'objet de la nature qui est face à vous vous dit. Maintenant, on va faire donc un pas de plus. On va faire le dialogue. Donc cette fois-ci, vous dialoguez avec aller-retour. Bon, là, on a déjà fait un aller et un retour. Bah, continuez le dialogue cette fois-ci, un dialogue avec cet arbre, un dialogue intérieur. Et vous allez voir que ça va vous aider si vous réussissez à rentrer dans l'exercice. Ça va vous aider à vraiment rentrer en connexion avec plus fortement avec cet arbre. Donc, continuez à faire ce qu'on a dit tout à l'heure, cette moment, si vous le faites intérieurement. Voilà, on va s'arrêter pour les exercices. Donc bon, bah, si vous étiez tous ensemble, on était tous ensemble dans un seul endroit, on fait une question-réponse où je vous poserai la question sur ce que vous avez ressenti. Et comme là, on n'a pas beaucoup de temps, puis surtout qu'on est derrière des ordinateurs, c'est moins évident. Donc je vais continuer du coup la deuxième partie. Alors deuxième partie, c'est la partie plutôt éco-anxiété, enfin éco-anxiété ou éco-émotion, parce que c'est pas forcément que de l'anxiété, hein, c'est plus large. Et donc, l'idée, comme je vous disais tout à l'heure, c'est déjà, alors en fait, bah, de prendre conscience des choses. Alors en fait, dans le travail que j'utilise, c'est la méthode que j'appelle la psychothérapie essentialiste. Pourquoi essentialiste? C'est qu'on ça consiste à aller connecter ses besoins essentiels. Et donc, et la première chose, en fait, du coup, on a 3 ou 4 besoins essentiels, donc je vous disais tout à l'heure, hein, et du coup, ça génère, des peurs et des tristesses. En gros, il y a 3 ou 4 besoins essentiels et qui se conjuguent avec les 5-6 émotions, primaires. Donc les émotions primaires, ben, vous les connaissez, hein, c'est peur, sentiment, le film Vice Versa, on les a évoqués, peur, sentiment, non, peur, colère, tristesse, surprise, mais c'est moins convaincant, il y a la honte, et cetera. Les moments de film un peu basiques, vous les connaissez. Et puis il y a la joie, évidemment, la joie. C'est les négatifs. Il y en a au moins une qui est sympa, c'est la joie. Ça, c'est des émotions. Et puis les besoins, c'est plus proche des sentiments. Et donc, il y en a 4 fondamentaux. Alors, je vous disais, donc, et qui vont se décliner, par exemple, le besoin de vivre, qui génère la peur de mourir, le besoin d'aimer, qui génère la peur de ne pas aimer ou de ne pas être aimé, le besoin d'être fort, qui génère la peur de ne pas être, la peur d'être faible,
et le besoin d'estime de soi qui engendre la peur de ne pas être estimé, qui fait qu'on cherche une recherche de considération à l'extérieur, voilà, voilà, on demande aux autres de nous donner ce qu'on n'a pas. Donc ça, c'est les besoins essentiels. Et en fait, le travail, ça va être de prendre conscience dans ces éco-émotions, derrière toutes ces éco-émotions. Alors, par exemple, si je prends l'exemple de dire, tiens, je suis triste parce que je sens que peut y avoir des dégâts écologiques. Alors, ça peut être dans son quartier, dans le monde, pour ses enfants, à plein de niveaux différents. La question, c'est surtout, enfin, qu'on peut se poser, c'est, OK, ça c'est un fait, mais d'aller creuser pour trouver plus profondément dans les différentes couches, les différentes strates de ces sentiments, quelles sont en réalité c'est une des quatre peurs qui est derrière. Alors si je prends par exemple, une fois j'ai vu la carte du monde avec plus 4 degrés, une carte du monde avec plus 4 degrés où on voyait que la Terre était très sèche en 2100. Et, euh, et du coup, j'avais regardé la France. Et dans la France, on voyait que trois quarts de la France était devenue toute sèche en 2100. Donc en gros, il n'y avait plus trop moyen de cultiver en France, voilà, à plus 4 degrés. Et donc là, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, mais enfin, ça m'a touché plus fort. Voilà, c'était un peu plus une sorte d'éco-émotion, une éco-tristesse, ou je ne sais pas comment dire. Et d'ailleurs, ça a duré un certain temps. Donc j'imaginais, voilà, je m'imaginais un peu plus âgé, parce que 2100, bon, je serais déjà mort, mais avant 2100, il peut y avoir déjà des problèmes. J'imaginais un peu comme un migrant à monter vers le nord, parce qu'au nord, il y avait plus de verre. Voilà. C'était mon éco-émotion personnelle. Et du coup, la question, c'est de creuser pourquoi ça me touche. Voilà. Et du coup, il faut aller creuser derrière les différentes couches en se disant, ben, si je prends l'exemple que je vous ai cité, ben, ça va être ça. Alors, pourquoi je suis touché par ça? Parce que finalement, il y a déjà des gens aujourd'hui qui vivent dans la... D'ailleurs, moi, je travaille sur les questions justement de pauvreté en général. Il y a déjà des gens qui vivent dans cette situation-là, mais ben, ça me touchait pas spécialement. Mais tout d'un coup, c'est moi qui me retrouve dans cette même situation, dans une situation où je peux être un migrant climatique. Donc là, déjà, c'est un peu différent. Et si je suis un migrant climatique, ben, à nouveau, la question qu'il faut se poser toujours, c'est ça, c'est quelle est la peur qui est derrière ou qu'est-ce qui vous dérange? Puis d'aller creuser les choses pour vraiment aller au cœur à la racine, hein, parce quand on a un problème psychologique, on peut aller creuser, c'est comme un arbre. On peut regarder uniquement, c'est ce que fait un peu la TCC, les thérapies comportementales et cognitives, uniquement les symptômes. Donc, bah, les symptômes, c'est tiens, tiens, je suis inquiet face à cette carte du monde en 2100. Et puis on peut aller, mais si on prend n'importe quel symptôme, si on creuse, alors ça peut être n'importe quelle autre chose dans sa vie, on va trouver des branches, puis à la fin un tronc. Et les troncs, justement, c'est les peurs essentielles. Donc on a une structure psychologique où ces quatre peurs vont être structurées de façon un peu dominante, hein, chacun avec sa priorité. Et ça, par contre, ça va pas trop changer, hein, ça va pas trop changer. Donc c'est ça qu'il faut aller creuser quand on fait un travail de psychothérapie ou de psychothérapie d'écothérapie. C'est la même chose en fait. La différence, c'est l'objet. C'est qu'au lieu que ce soit nos relations avec les autres humains, bah là, c'est avec la nature. Donc, si je continue avec cet exemple de marcher de migrer vers le nord, hein, chez nos amis danois au Groenland, qui appartiendra peut-être à Donald Trump d'ici là, eh bien, en fait, voilà, c'était ça. Quelle était mon inquiétude? Et mon inquiétude, bah, par exemple, ça pouvait être de dire, tiens, bah, là, je me retrouve en situation, si je creuse, pourquoi ça me dérange d'aller marcher là-bas? Bah, c'est que du coup, je me retrouve un peu abandonné par les autres. Par exemple, bah, je suis tout seul à marcher. Donc, du coup, quelle est cette peur d'être tout seul abandonné? Bah, derrière, c'est la peur de ne pas être aimé par les autres, par exemple. Ça peut être ça. Ça dépend des gens. En tout cas, moi, ça pouvait être ça. Puis après, plus profondément, si je suis tout seul à marcher comme ça sur les routes de l'exode climatique, eh ben, quelle va être ma crainte plus profonde? Bah, du coup, je serai un peu plus âgé, j'aurai peut-être du mal à marcher et à me protéger. Du coup, c'est la peur d'être agressé ou attaqué. Et du coup, si je suis agressé, attaqué, bah, c'est que je suis faible. Si je suis faible, si on cause un peu, bah, c'est la mort. Donc à la fin de l'histoire, on arrive toujours à la peur fondamentale qui est la peur de la mort. Mais bon, évidemment, c'est pas une peur complètement, on va dire, pas c'est forcément celle qui nous travaille le plus tout le temps, hein. En tout cas, c'est voilà. Donc là, on a vu un peu les quatre peurs. Bon, j'ai pas parlé de la peur de l'estime de soi, enfin de manquer d'estime de soi, qui était là. Mais bon, en l'occurrence, c'était pas trop celle-là qui était mise en avant dans l'exemple que je vous ai cité. Voilà. Donc une fois qu'on a pris conscience des choses, ça c'est le premier travail,
En fait, après, il y a un travail, bon là, on n'aura pas le temps de le faire, mais je vais évoquer un peu les méthodes. Donc je vous disais, en fait, il y a 2 triangles, on pourrait dire, hein. Le triangle des besoins avec ses 3 besoins essentiels et puis le triangle des actions. Le triangle des actions, c'est 3 types d'actions. La première chose, c'est la prise de conscience, comme je vous ai expliqué tout de suite. L'autre point, c'est s'améliorer par le renforcement. Donc si on a déjà des qualités, des trucs, bah, renforcer ça, c'est ce que fait aussi la PCC. Prise de conscience, c'est plus proche des méthodes de la psychanalyse, même si toutes les psychothérapies font ce travail de prise de conscience, parce que si on ne sait pas où est le problème, c'est difficile. Et puis, le troisième temps, c'est un travail de lâcher prise. Alors, je vais vous donner des petits exemples à chaque fois pour le faire, mais on ne va pas trop développer. Donc, prise de conscience, je vous disais, c'est voilà, c'est faire la cartographie des choses, hein. Donc, en psychanalyse, ça peut prendre 6 ans. Dans les autres thérapies, ça prend un peu moins de temps. Surtout qu'on va être focalisé plus sur le présent. C'est qu'est-ce que je ressens aujourd'hui. Par exemple, si je regarde cette carte du monde à plus 4 degrés, ben, c'est qu'est-ce que je ressens aujourd'hui. Quelle est l'inquiétude aujourd'hui que je ressens. C'est pas pourquoi dans mon enfance, j'ai eu peur, j'ai une situation d'insécurité, et cetera. Bon, si ça vient, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ressentir en soi ces émotions-là. Et d'ailleurs, pour faire les connexions avec ce qu'on a vu tout à l'heure, sentir aussi quand, par exemple, on dit: «Tiens, je suis inquiet» ou «Je suis angoissé», sentir dans quel endroit de son corps on va sentir cette inquiétude. Pour un occidental, l'inquiétude, c'est dans la tête toujours. Oui, il peut y avoir des idées, mais en fait, l'émotion, elle est dans le corps. Quelqu'un, il dit: «Bah, j'ai mal au ventre, j'ai la gorge nouée, j'ai les jambes qui tremblent», voilà, c'est bien dans le corps que les émotions, elles s'incarnent. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut aussi les percevoir, déjà pour en prendre conscience et après pour pouvoir agir dessus. Donc il faut observer les émotions dans son corps, pas uniquement dans sa tête. Voilà. Donc le renforcement, bah, ça va être des petits exercices pour prendre conscience de sa confiance, de dans quel domaine on est fort. Par exemple, si je vais prendre toujours le même exemple, sinon ce sera plus compliqué. Si je prends l'exemple de migrer, hein, migrer quand on est déjà un peu âgé, et ben, c'est de se dire: «Ah mais j'ai quand même un certain sens de l'organisation, j'ai des amis à droite à gauche, je vais pouvoir m'organiser». Je m'appuie sur mes forces et j'ai quand même confiance en mes capacités d'adaptation. Voilà, donc on va travailler là-dessus, on va faire des exercices pour se renforcer et on peut faire aussi des exercices cette fois-ci dans l'autre sens, c'est, sur le lâcher prise. Bah, en l'occurrence, le lâcher prise, donc je vous donnerai un exercice tout à l'heure en fait qui relève de la psychothérapie, pas de la psychothérapie, de la sophrologie comportementale et voilà, je vous expliquerai un peu la méthode, mais on n'aura pas le temps de le faire, ça prendra trop de temps, ça prend environ 30-32 minutes. Et en fait, en socio-comportemental, ben, par exemple, on peut travailler sur, bah, le renforcement, mais aussi sur le lâcher prise. Alors, par exemple, ça va consister à se dire, lâcher prise, c'est, bah, il y a des choses qu'on peut faire. On peut, bah, migrer et essayer de se battre pour survivre à une situation compliquée, hein, parce que d'ailleurs, avant même, le réchauffement climatique, il peut y avoir des guerres, hein. On voit bien que les guerres, à cause de la fin des ressources, se profilent assez vite. Et donc, d'ailleurs, il y en a beaucoup dans beaucoup de pays dans lesquels on est partie prenante, hein. On livre des armes ou et cetera. Et donc par rapport à ces guerres, que ça peut être créer une grande angoisse chez certains. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a se renforcer par rapport à sa capacité à s'adapter, mais lâcher prise aussi parce que ça veut dire, bah, peut-être que oui, je vais pas réussir à vraiment migrer comme il faut, peut-être que je serai obligé de rester chez moi et peut-être que je vais alors après c'est quelles sont les peurs qui sont derrière, on a vu tout à l'heure. Bah, à la fin la peur ça peut être la peur ultime, ça peut être d'être attaqué ou ou de mourir, hein, ou de pas pouvoir en tout cas s'adapter. Mais si c'est quelque chose qui nous inquiète et ben, il faut apprendre à lâcher prise. Parce que si on a peur de ça et qu'on essaie de refouler le problème et ben, on va avoir peur tout le temps. Donc il faut accepter le pire. Voilà, c'est un peu radical, là c'était la mort, des fois c'est beaucoup moins radical, mais ça peut être ça, hein. Ça peut être, bah, tiens je migre, je me retrouve dans un village paumé et puis je dois vivre dans une vie un peu à l'ancienne, en abandonnant toutes mes anciennes mon ancien confort, voilà, c'est pas toujours la mort. On peut perdre peut être des choses plus douces, mais enfin, c'est quand même un gros changement. En tout cas, accepter, lâcher prise par rapport à sa sécurité d'avant ou à ses peurs. Donc c'est ça la chose. Voilà, un des éléments qui peut être présent. Alors, un exemple de sophro-comportemental, de quoi il s'agit? En fait, c'est quelque chose que j'ai appris moi à l'époque quand je faisais du sport. Et en fait, c'est une méthode de sophro couplée à la technique, de désensibilisation systémique
de la TCC, hein, la thérapie comportementale et cognitive. Alors en fait, il y a 3 temps, hein. Vous pouvez, je l'ai pas, voilà, vous pouvez expérimenter comme ça, mais bon, la phase dernière, faudra faire par vous-même parce que j'ai pas mis mes enregistrements sur internet. Premier temps, c'est un travail de relaxation. Un travail de relaxation, par exemple, avec la méthode, de sophro en général, hein. Vous allez voir un sophrologue, il va travailler comme ça et par exemple, le training autogène, Dr Schultz et donc voilà, il y a tout un travail de détente. Deuxième temps, c'est un travail spécifique plutôt de ce qu'on appelle la sophrologie où vous visualisez, en dans un endroit un peu paradisiaque là pour essayer d'augmenter au maximum votre bien-être, en vous connectant justement, aux 5 sens, à ce que vous voyez autour et puis aussi aux 3 énergies, fondamentales qu'on a citées tout à l'heure, sans vous connecter à l'amour, à la lumière et à la puissance de vie, puissance de la paix intérieure. Puis une fois que vous êtes au max de tout ça, là, vous vous mettez en situation de ce qui vous faisait peur. Donc, par exemple, tout à l'heure, c'était émigrer. Et donc, avant et après, on va couper aussi la situation qui nous fait peur en plusieurs morceaux, hein. Alors, par exemple, si on a peur des serpents, on imagine un serpent à 500 mètres, 300 mètres, 200 mètres, 1 mètre dans un aquarium, ou à 50 centimètres. Après, on le touche et après, et cetera, et cetera. Voilà, donc on coupe la situation et on commence par le plus facile, hein, et puis on s'entraîne et on passe pas le deuxième palier tant qu'on n'a pas passé le troisième pas, le premier palier. Voilà, donc tant qu'on a peur du serpent à 500 mètres, on va pas penser au serpent à 200 mètres, et cetera, et cetera. Et quand on s'entraîne comme ça régulièrement, hein, en essayant de le faire un peu tous les jours, et progressivement, on se renforce par rapport à nos besoins et on lâche prise par rapport à nos peurs. Voilà un peu la méthode que j'utilise, aussi bien en psychothérapie qu'en écothérapie pour gérer les émotions. Voilà, donc là, il nous reste encore quelques minutes. Alors on peut prendre, discuter des questions-réponses si vous avez envie ou sinon, on peut s'arrêter aussi, voilà, mais j'ai dit un peu l'essentiel, des choses. Peut-être tu peux préciser les côtés pratiques, c'est-à-dire où, quand, quelle durée vont se dérouler tes activités pour que ce soit clair pour tout le monde. 14 mars. Voilà, Samedi merci. 14 mars, c'est à Dijon. Voilà. Du coup, Donc c'est en présence. sur le site, des Souffles d'Or, je suppose? Voilà. C'est en présence Oui, physique. c'est en présence, En effectivement. présence, ouais, physique. On fait bien la journée et on fait, voilà, on a fait, 2 petits exercices. Enfin, le deuxième, on en a fait qu'un en fait, parce que l'autre vous a plutôt expliqué les choses. Et là, on fera plein d'autres exercices pour développer et la sensibilité et et gérer les émotions. Voilà, ce sera ça le travail qui sera dans la journée. Et puis, voilà. Alors, je me permets de te couper parce qu'il y a Johanna qui souhaitait Oui. intervenir. Elle avait levé la main. Donc, Johanna, si vous voulez vous poser votre question. Oui. Oui, merci beaucoup pour cette approche de la sensibilité avec les lieux qu'on habite, qui dialoguent déjà avec nous, avec lesquels on est en syntonie. Et moi, j'avais une question plus pratique, c'est que, par exemple, comment font les agriculteurs? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de décisions qui sont prises avec cette observation de la nature et aussi de ce qu'elle peut nous apporter comme aliment. Déjà, je pense que c'est très ancien, c'est très ancré en nous, l'observation qu'on fait des éléments naturels. Et donc, il y a quand même une connexion forte avec un besoin de vivre et de survivre. Et je trouve que l'approche juste poétique, elle est insuffisante parce qu'au fait, c'est qu'est-ce que je vais manger que j'observe en premier, non? Ma question était plutôt, si je suis un agriculteur, est-ce que cette approche-là peut m'aider? En quoi peut-elle m'aider à mieux gérer les ressources que je gère déjà au quotidien? Merci. Ouais, merci Johanna pour la question. En fait, ces exercices-là, en fait, ils ont plusieurs dimensions. Il y en a déjà une, c'est simplement s'harmoniser à la nature, tout simplement. Ça s'arrête là et déjà sentir un mieux-être. Mais la deuxième dimension, elle est plus, on va dire, écologiste. C'est qu'en fait, plus
plus on ressent la nature, plus on la respecte, plus on l'aime, plus on essaie de la protéger. Et en l'occurrence, les agriculteurs, il faut qu'ils gagnent leur vie et puis qu'ils nourrissent aussi les autres. Et donc, il y a plusieurs façons d'être agriculteur. On peut y aller en balançant des produits chimiques, en tuant tout ce qui bouge, etc. Parce que c'est le marché qui nous demande, il faut baisser la production. Et à ce moment-là, voilà, on survit financièrement, mais on tue aussi soi-même d'abord et puis aussi les autres avec des pesticides. Ou alors, on essaie de développer une agriculture plus biologique, moins intensive, plus extensive, plus respectueuse du vivant, à la fois pour soi, parce qu'on n'aura pas à manger des pesticides, et puis aussi pour les autres, et pour que, en gros, parce que d'ailleurs, le sol aussi meurt, le sol aussi meurt progressivement avec tous ces pesticides. Donc, c'est aussi pour avoir une approche, on va dire, plus humaine de l'agriculture dans ce cas-là. Après, il y en a quelques-uns qui me disent des fois ah, mais si on était tous animistes, les choses iraient mieux. Bon, ce serait plutôt mieux, mais c'est pas pour autant que ça suffise, parce qu'à un moment donné, il y a des, justement, on voit dans les endroits où il y a encore des populations animistes, et des fois, il y a un endroit qui peut être très protégé parce que c'est le lieu où il y a le génie du lieu. Et puis tout autour, le génie est moins présent, et à ce moment-là, la pollution est autour. Donc en fait, c'est pas si simple. Et puis le capitalisme, c'est le profit, la domination économique, etc. Et on peut communiquer, on peut faire les deux en même temps, hein, même si à un moment donné, il y a une forme d'incohérence, mais ça arrive, on arrive bien, les humains arrivent déjà à se dominer entre eux, et pourtant ils voient bien qu'ils existent. J'aurais envie de partager aussi peut-être une expérience, ou en tout cas mon impression que s'ouvrir à ces méthodes-là, ça nous amène en fait des choses auxquelles on ne s'attend pas. Parce que pour ma part, je faisais partie à un moment d'un groupe qui s'interrogeait sur les liens entre humains et non humains, et qui finalement prenait justement un peu les mêmes techniques que Thierry, c'est-à-dire se connecter à un être et inviter finalement ces considérations dans nos réunions et dans nos prises de décision. Et je me souviens en particulier d'un moment où on voulait organiser un séjour en pleine forêt pour quelques jours. Et on s'était presque totalement décidé sur un lieu. On avait les accords des propriétaires, etc. Et puis, en fait, on a fait le tour de nos avis humains d'abord, et puis ensuite le tour de nos avis non humains, donc c'est-à-dire se connecter par l'intuition à ce que disent les non-humains avec lesquels on était. Donc, il y avait une personne parmi notre groupe qui était très proche d'un cerf. Et en fait, cette personne nous a dit « Attendez, moi, ce que je ressens à l'intérieur, c'est que ça me dit non. Ça dit non, il y a quelque chose qui bloque. » Et en fait, en poursuivant un peu notre enquête, on s'est rendu compte que ce jour-là, il y avait une battue qui était prévue et qui aurait complètement mis à mal notre projet. Et puis là, pareil, sur l'expérience du semaine aujourd'hui, je me suis connectée à un arbre qui est à côté de chez moi et qui est un mycocoulier. Et j'ai un peu le projet de clore un espace, de mettre une haie. Et en fait, là, j'ai été épatée, étonnée, parce que ce que ça m'a dit quand j'ai fait ce dialogue, c'est que pour lui, il y avait une gêne, parce que cet arbre il est à côté d'un sentier, il passe les randonneurs, et qu'il y avait comme une nécessité pour lui de veiller comme un gardien, en fait, et qu'il devait avoir cet espace libre. Donc, voilà, moi, je suis vraiment une fan de ces approches, parce que je trouve que ça nous invite à une forme d'innovation, à nous ouvrir à la surprise et à prendre en compte d'autres choses auxquelles on n'est pas habitué. Voilà. C'est intéressant, effectivement. Comme on disait tout à l'heure, quand on fait un dialogue, quand on parle avec le cerf ou avec le mycocoulier qui est face à soi, en fonction, comme on disait tout à l'heure, de sa grille de lecture, ça va être faire appel à son intuition, sa poésie tout court. Après, c'est son intuition, c'est plutôt la presse, plutôt psychologique, d'essayer de sentir un peu des choses qu'on n'aurait pas formulées comme ça. Ou si on est animiste, considérer que vraiment il y a eu un message ou un retour. Chacun a sa vision des choses. Et je peux témoigner aussi, Johanna,
et répondre à votre question, puisque je suis fils d'agriculteur et j'ai travaillé avec mes parents et mes grands-parents toute mon adolescence. C'est que, en fait, sans cette approche poétique là, dont on parle, mes ascendants, ils considéraient la forêt, les prés, les animaux de façon tout à fait matérialiste. Donc, c'était une exploitation qui visait le maximum de rendement. À l'époque, c'était pas exagéré, hein, c'était dans les années 60, mais quand même, et donc qui négligeait le long terme, la protection de la biodiversité, par exemple, ça c'était totalement absent de mes parents et grands-parents. Et donc d'avoir cette approche, y compris sensible, sensitive et poétique, ça peut ouvrir à des considérations et des perceptions qui veillent justement à la biodiversité et au long terme. Ok, bah oui, effectivement, c'est ça, c'est les différentes approches du monde agricole et de la nature. D'ailleurs, en ce moment, enfin, quand j'observe ou que je vais voir les différentes rencontres, très souvent, ce qui se développe le plus, mais après, voilà, c'est un peu moins d'exercices de sensibilité comme on vient de faire maintenant, mais plus, par exemple, c'est par exemple des ateliers, enfin, en tout cas, je sais pas, je parle pas statistiquement, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne, des ateliers de sensibilisation à la nature au sens de comprendre, alors c'est un peu à nouveau comme de façon scientifique, quels sont le nom des plantes, qu'est-ce qu'on peut manger, comment elles fonctionnent, leurs différents noms, leurs différentes familles. Voilà. Et donc et du coup, mais c'est bien aussi, c'est une façon, c'est rentrer par la science, c'était le premier côté, rentrer par la science dans la nature, et des fois, à la fin, on peut devenir très sensible à la nature par cette approche. Voilà, c'est une des quatre, enfin quatre, il y en a sûrement plus beaucoup d'autres, mais en tout cas, une des quatre principales. Mais c'est plus celle-là en ce moment qui se développe, c'est l'approche écologiste au sens de je suis un environnementaliste et du coup, je respecte et je sens et je connais la nature, et d'abord par la connaissance. Voilà, c'est une entrée parmi d'autres. Et merci, hein, c'est très clair comment les différentes approches font avancer sur les questions complexes. Merci. Juste pour ma gouverne, il y aura ce samedi à Dijon, et c'est tout, ou il n'y a pas deux formations, deux choses? Pour l'instant, on a prévu une journée entière, effectivement. D'accord. Donc, Ok. une deuxième serait en préparation en fonction des demandes. Ok. Très bien. La première sera plutôt orientée, ce sera majoritairement la sensibilité et un peu les éco-émotions. La deuxième, ce sera l'inverse, ce sera majoritairement les éco-émotions et un peu la sensibilité. Parce qu'en fait, c'est deux axes différents. Alors bon, pour que chacun puisse, un peu comme on a fait aujourd'hui, percevoir les deux, on fait un peu les deux, mais la majorité, ça sera sur la sensibilité, la première en tout cas.